Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On est le 7 juin 2024, il est 10h en France et 17h au Japon. Et devinez quoi, les gens, devinez quoi, on est ensemble comme chaque vendredi pour un nouveau numéro de Soft Power, votre matinale pop culture préférée de Blood Island, à l'exception de toutes les autres, ensemble pour faire le tour et l'analyse, vous en avez l'habitude, de l'actualité pop culture de la semaine passée, pour en extirper les tendances de fond et pour en découvrir les dispositifs, le tout en chanson, puisque comme vous pouvez l'entendre dès maintenant, l'émission sera enrobée comme à son habitude de bandes originales d'animés. Nouveau numéro de Soft Power donc pour une émission intitulée cette semaine Ici John Connor. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance, puisque cette semaine on restera un petit moment sur Twitch pour parler de cet événement qui s'est tenu jusqu'à mercredi sur plusieurs chaînes de la plateforme Streamers for Palestinian, un marathon de stream caritatif organisé par la streameuse Bagheera Jones en collaboration avec Médecins du Monde et qui en quelques jours a levé plus d'1 million d'euros en soutien de la population palestinienne actuellement massacrée. Un événement rapidement rejoint par une quarantaine de streamers et de streameuses français, de Domingo à Gotaga en passant par l'animateur, journaliste, homme qui a une mère, Samuel Etienne. Je vous vois déjà saupoudrer des emojis de qui nous arrivent dans le chat, mais ce n'est peut-être pas si anodin que ça de l'y voir. On en profitera justement pour parler du rapport de Twitch à la politique et des récents événements qu'on a pu y voir autour de la Palestine justement. On bondira également la tête la première dans un mur comme le pirate de Pic Pirate en dehors de son tonneau, devant l'annonce du géant suédois de l'ameublement Ikea d'ouvrir un magasin virtuel dans le célèbre univers virtuel de Roblox, mais surtout d'y faire travailler des vrais gens du monde véritable, payés avec des vrais sous, ce qui serait simplement normalement problématique si l'on ne parle pas de la plateforme Roblox, dont le cœur même du système est très exactement l'exploitation de travailleurs et de travailleuses culturelles, a fortiori que ceux-ci et celles-ci sont pour la majorité des mineurs et parfois particulièrement jeunes. Préparez-vous d'ores et déjà à entendre certaines dingueries comme vous en aurez rarement entendu d'aussi clair dans l'émission. On s'embarquera, ou plutôt je vous embarquerai au sein d'un gigantesque tunnel à propos des premières images de la nouvelle série animée Tomb Raider The Legend of Lara Croft à destination de Netflix, un animé qui fleure l'aventure, l'action et les reliques sacrées envoyées dans des grosses tétasses d'ennemis vilains perdus sur une île. L'occasion pour moi de revenir sur le personnage de Lara Croft et me demander si, au fond, tout ça n'était pas un petit peu bullshit, dans le sens où, contrairement à la proposition vendue par cet animé qui se veut faire le liant de la légende de Lara Croft, il n'existe en réalité pas une Lara Croft, mais bien des Lara Croft, très différentes les unes des autres. On verra ça. On s'intéressera également aux premières images de Brave Cat, premier long métrage d'animation du studio Punk Robot, bien décidé à porter avec lui une tendance déjà bien amorcée au Chili, faire du pays le plus grand producteur d'œuvres animées en Amérique latine. Et le moins qu'on puisse dire, les gens, c'est que c'est plutôt bien parti. Je vous inviterai également chez moi au Japon pour directement parler de soft power, puisque cette semaine, le gouvernement japonais s'est retroussé les manches et a arrêté de taper 5 minutes dans la caisse pour présenter son nouveau grand plan de relance du Cool Japan, sa grande stratégie de politique culturelle à destination de l'international. Il y aura évidemment des choses à en dire, mais avant tout ça, les gens, avant de mettre les mains dans le cambouis, je vous propose de commencer avec la classique bande-annonce de la semaine. Enfin, classique, je vous propose pour ce numéro de quitter un peu le monde du cinéma et celui de la série télévisée. Alors, il faudra vous y préparer, les gens, il faudra vous y préparer. Attachez vos câbles, barricadez vos portes, faites choper vos lames coupe-nuque et votre équipement de manœuvre tridimensionnel et surtout, pensez à bien embarquer votre carte du bataillon d'exploration, parce que là où on va, les gens, là où on va, on n'aura peut-être pas besoin de route, mais on aura nécessairement besoin de survivre. その日人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖、鳥かごの中に囚われていた屈辱。駆逐してやる。この世から一匹残らず。
Pour bien commencer les news de cette semaine, je vous propose de revoir vos bases de géométrie. Vous connaissiez la 2D, cet espace décrit avec 2 coordonnées. Vous connaissiez évidemment la 3D avec sa dimension supplémentaire de la profondeur. Vous connaissiez la 4D incluant celle du temps. Vous connaissiez les L5, Alexandra, Claire, Coralie, Lydie et Marjorie, toutes les femmes de ta vie en moi réunies, ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Mais les gens, est-ce que vous connaissiez la 2,5D? La 2,5D, c'est ce nom qui a été donné à un certain type de comédie musicale japonaise adaptée d'animés, de mangas ou de jeux vidéo populaires, marquant ainsi précisément une transition entre les mondes et tridimensionnels, d'où 2,5D. Vous l'avez, et c'est tout à fait dans ce cadre que s'inscrit l'adaptation théâtrale dont vous venez de voir à l'instant ou d'entendre des bouts de représentation de l'Attaque des Titans, la comédie musicale adaptée du manga culte de Hajime Isayama, vendu à plus de 140 millions d'exemplaires à travers le monde. L'Attaque des Titans, la comédie musicale, un projet en réalité porté depuis la sortie du volume 21 du manga fin 2016, mais qui avait longtemps été repoussé du fait du décès tragique d'un cascadeur, Kazutaka Yoshino, alors qu'il testait des mécaniques pour la pièce. Résultat, c'est en 2022 que l'idée d'une comédie musicale adaptée de l'Attaque des Titans fut relancée pour des représentations japonaises fixées début 2023, à Osaka d'abord et à Tokyo ensuite. Le tout pour des représentations, comme vous avez pu le constater, avec beaucoup de moyens, très impressionnantes et servies par un casting de choix, puisqu'on retrouve pour cette Attaque des Titans, la comédie musicale, Kurumu Okamiya dans le rôle d'Eren, Sara Takatsuki dans celui de Mikasa, et Eito Konishi dans celui d'Armin, tous et toutes rassemblés pour nous conter l'histoire d'Eren Yeager qui, dans un monde dominé par des titans géants et où l'humanité vit recluse derrière d'immenses murs, rêve de liberté et jure d'exterminer ces fameux titans les uns après les autres. Bref, je ne sais pas pour vous, mais moi, ces quelques images m'ont largement mis l'eau à la bouche, a fortiori qu'il n'est pas tout à fait impossible que le spectacle dépasse les frontières pour débarquer un de ces 4 en France, puisque comme vous avez pu le voir dans cette bande-annonce, les gens, l'Attaque des Titans, la comédie musicale, aura le droit à plusieurs représentations à New York du 11 au 13 octobre prochain. Et ça, c'est pas tout à fait étonnant quand on voit le succès ces dernières années de ce fameux théâtre 2,5D. Théâtre 2,5D, dont on peut, si on force un peu, remonter les origines très loin et lui donner des attaches historiques anciennes, ou même simplement parler de l'adaptation de La Rose de Versailles en 74 par la revue Takarazuka, ou de la comédie musicale Saint Seiya début des années 90 avec le groupe SMAP, qui avait ramené des centaines de milliers de spectateurs et notamment de spectatrices en moins d'un mois. Mais théâtre 2,5D, dont on lit en général l'avènement en tant qu'objet culturel conceptualisé comme tel, au succès critique et commercial de la comédie musicale dynamique et bourrée d'effets pratiques qui était celle adaptée du manga Prince of Tennis de Takeshi Konomi de 2003. Pièce dont je résiste pas à vous montrer quelques images des représentations de 2014, puisque la pièce a été jouée pendant des années, pendant plus de 1500 représentations. Profitez-en, les gens, c'est cadeau et c'est très probablement bot YouTubeable, donc vous serez peut-être les seuls à en profiter. Bref, les gens, un théâtre 2,5D d'une industrie émergente avec ses codes propres qui l'éloignent des mouvements Takarazuka et Kabuki plus classiques et avec ses sociologies propres, ces nouvelles comédies musicales attirant à elles majoritairement des fans d'animé, des fans de manga, un public souvent peu habitué des pièces de théâtre, mais servant aussi côté comédiens et comédiennes de rampe de lancement, de début de carrière pour bon nombre d'entre eux et d'entre elles. Et devant le succès grandissant de ce théâtre 2,5D dans les années 2010, au carrefour de la
la large démocratisation du transmédia, d'un pic de popularité pour l'animation japonaise, au confluent de la culture des idoles aussi, de nombreux comédiens et de nombreuses comédiennes de premier plan de ces scènes 2,5D pouvant être aussi des figures connues, comme les comédiens de doublage de Hunter x Hunter qui avaient prêté leur voix et leur jeu à la comédie musicale Hunter x Hunter. Devant toutes ces choses, dans ce cadre, Makoto Matsuda, le premier metteur en scène de la comédie musicale Prince of Tennis, a monté en mars 2014 la Nihon Nitengo Jiken Musical Kyokai, l'association japonaise des comédies musicales en 2,5D, une entreprise qui, dès son ouverture, s'est attelée à installer officiellement un nom pour ce courant de comédie musicale, de pièces de théâtre, le fameux théâtre 2,5D, dans l'objectif annoncé de participer, de dynamiser le marché intérieur, ce qui marche plutôt bien, puisque à la fin de 2018, le marché musical 2,5D avait augmenté de 44,9% par rapport à l'année précédente pour toper un chiffre d'affaires de 22,6 milliards de yens. Bref, mission de dynamiser le marché intérieur pour cette association, oui, mais aussi améliorer la qualité des productions locales, comme vous venez de le constater, de faire la promotion de ce nouveau genre, qui n'est pas juste qu'une étiquette marketing, en ce qu'elle peut avoir des implications très concrètes sur les représentations, et dans ce sens aussi, et peut-être surtout, de promouvoir le théâtre 2,5D à l'étranger, d'où des représentations de Sailor Moon à New York, de Naruto à Singapour et en Malaisie, de Death Note en Corée du Sud ou encore à Londres. Death Note qui par ailleurs avait eu son petit succès à l'international, ce qui avait généré des adaptations locales, des reprises, dont une adaptation brésilienne en 2022 à Rio de Janeiro. Ce mouvement de théâtre 2,5D s'étant révélé en à peine quelques années comme un candidat sérieux au soft power japonais, en plein boom du transmédia, des univers animés manga et de l'esthétique ACG pour Animation Comics and Games, on en a déjà parlé, ACG dont beaucoup d'œuvres occidentales s'inspirent désormais, et un candidat parfait aussi, les gens dans le cadre d'une relance du Japon, de sa politique culturelle à destination de l'international, mais ça je vous en dis pas plus pour le moment puisque on en reparlera tout à l'heure lors d'une autre actualité, ce sera à vous de relier les points. Bref, autant de raisons qui font qu'il n'est pas si étonnant que ça de voir débarquer la comédie musicale L'Attaque des Titans aussi à New York en cette fin d'année. Je le rappelle, si vous passez dans le coin du 11 au 13 octobre prochain. Tout au plus est-il étonnant que la France n'ait pas encore pleinement passé le cap. Je mise une petite pièce là-dessus pour les prochaines années et vous connaissez les capacités divinatoires de l'émission qui a toujours un coup d'avance sur beaucoup d'actualités. On verra. En tout cas, nul doute que le Japon, lui, en rêve. Un Japon qui ne rêve que d'ambition, de vraies situations, d'une histoire sans défaut, de ses stars au bord de l'eau. Toujours les L5. OMG Incroyable OMG. On y est là, ça y est. Ah, ça va le faire, c'est sûr. Le doigt sur la musique. Bien sûr. On est prêt. 999. OMG. Il vous reste 8 minutes pour faire 2 millions. 2 millions. On va les chercher. Évidemment, si vous regardez cette émission en direct, alors il est probable que vous soyez un ou une habitué de la plateforme Twitch où du vendredi 31 mai à ce mercredi 5 juin s'est tenu un grand marathon multistream tenu par de nombreux streamers et de nombreuses streameuses, le marathon Streamer for Palestinian, une succession de streams caritatifs en soutien à la population palestinienne à Gaza et en Cisjordanie, en partenariat avec Médecins du Monde, à qui a été reversé au final l'incroyable cagnotte réalisée d'1 039 573 € récoltés. C'est plus que colossal. Streamers for Palestinian, un événement démarré en France par la streameuse Bagheera Jones et qui a rapidement été soutenu par de plus en plus de streamers et de streameuses au fur et à mesure qu'ils ou elles étaient de plus en plus nombreux et nombreuses à soutenir. Vous connaissez ce cercle vertueux de l'obligation sociale. En pratique, les gens, ça donne ça. Valorant, avec une petite différence ce soir, puisque j'ai fait une petite réponse au tweet de Bagheera Jones tout à l'heure, au sortir de ma sieste. J'ai vu le lancement de cette cagnotte dont je valide chaque mot, et je me suis dit, même si je n'ai pas été contacté par Bagheera, il y a une liste de streamers, de streameuses, vous savez, chacun une cagnotte perso, je me suis dit que je ne pouvais pas rester à l'écart de ce mouvement de mobilisation, de générosité, d'humanité, d'autant que les termes du communiqué de Bagheera et de Médecins du Monde sont parfaits, je ne changerai pas une virgule. Et donc j'ai envoyé un message à Bagheera, un petit mail, parce que j'ai pas ses coordonnées, pour lui proposer de m'associer autant qu'elle le souhaitait à cette initiative
initiative. Donc je lui ai envoyé tout à l'heure et en attendant, je vous ai mis le lien de cette collecte tout en haut là, de ce chat. Et à minima, dans tous mes streams jusqu'au 5 juin, il y aura ce lien. Ça me semble nécessaire de le faire. Bref, les gens, au final, c'est pas moins d'une quarantaine de vidéastes qui se sont succédés dans une grande campagne de levée de fonds. Et si je vous parle de cette initiative plus que louable de ces différents streamers et de ces différentes streameuses, au-delà des nécessités de terrain qui l'imploraient depuis déjà des mois, c'est parce qu'il me semble qu'il faut aussi, pour mieux la comprendre, l'intégrer dans une tendance globale aux opérations de ce genre sur Twitch, devenue en quelques années une des plaques tournantes de l'activisme et de la couverture de l'actualité politique sur Internet, à l'heure où Instagram, Facebook, Threads ont annoncé d'importantes restrictions des contenus politiques ou liés aux questions sociales, à l'heure où de nombreux créateurs et de nombreuses créatrices de contenu, mystérieusement souvent marqués à gauche, se sont vus interdire ou restreindre leur compte sur X, parfois sans aucune explication ni raison particulière, à l'heure où TikTok est plus que jamais menacé d'interdiction désormais très concrètes un peu partout dans le monde, et à l'heure où YouTube masque un contenu politique sur 2 dans sa lutte contre l'extrémisme, ce qui a l'air de vraiment très très bien marché, hein. Excellent. Il doit y avoir 1,7% de vidéos problématiques shadowban. Bravo, un vrai beat d'algo. Excellent. Alors, à toutes ces heures, les gens, Twitch fait figure de nouvel Eldorado politique. Et ça, ce ne sont pas les gens massés sur Twitch qui se pensent être l'alpha et l'oméga de la politique sur la plateforme qui le disent, mais aussi des chercheurs et des chercheuses qui se sont investis d'analyser Twitch comme outil de communication politique en s'intéressant autant aux streamers. Il y a une bonne poignée d'études sur le cas de l'immense streamer politique Hassan Piker et sur la question des politiques qui investissent la plateforme, hein, notamment une étude intéressante sur la façon dont les partis politiques espagnols ayant des sièges au Congrès des députés espagnols ont utilisé Twitch, que sur la question du chat Twitch, compris comme espace politique émergent, et ce dans un contexte plus global où de plus en plus de formats de médias hybrides font du politainment, hein, en imbriquant politique et divertissement, ce qu'on fera absolument jamais ici, hein, évidemment. Voilà, si vous savez, oula, je commençais à faire du Pierre-Yves Rougeron à l'instant, ça m'a fait bizarre. Bref, les gens, une structure même de Twitch qui invite à faire de la politique en installant des conditions technologiques, matérielles, de distribution de la vivacité, en encourageant les interactions sans intermédiaire, en rendant visible une partie de la masse habituellement invisible, en générant un fort engagement du fait de la nature de ces formats vidéo, hein, en direct, format où on se sent aussi lu et entendu, en proposant une forme d'horizontalité avec ses limites, évidemment. Horizontalité non pas entre le chat et le streamer et la streameuse, hein, ça ce serait absolument absurde, mais au sein même du chat, le tout permettant de faire un pas de plus vers ce qu'Henry Jenkins nommait et nomme toujours par ailleurs la culture de la convergence, culture où les gens prennent désormais leurs propres médias en main. Petite aparté par ailleurs, hein, pour dire qu'il sera intéressant, au moins par pure curiosité, d'observer dans quelques années si, comme l'émergence de la télévision avait pu faire d'être télégénique une qualité indispensable pour tout politique, on verra peut-être progressivement l'émergence d'experts et d'expertes du stream ou pas dans les années à venir, même si pour l'instant c'est pas gagné. Souvenez-vous les gens, en septembre dernier, ce stream culte du représentant Matt Gaetz, homme politique de l'extrême droite américaine, qui avait lancé sa chaîne Twitch pour apporter, disait-il, son message American First à une nouvelle génération de téléspectateurs, ça en disait déjà long les gens, et pour sa première, il avait même invité Darren Beattie, une ancienne plume de Donald Trump. Résultat, 6 viewers, les gens, 6 viewers sur la totalité du stream. Quel plaisir, fin de l'aparté. Et c'est parce que Twitch est structurellement, j'entends, adapté à de nouvelles formes efficaces d'activisme et de couverture de l'actualité politique sur Internet qu'il n'est pas étonnant que tout ceci se mêle avec un autre format très adapté également à la plateforme, les streams caritatifs, pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment, mais aussi parce que la plateforme elle-même a introduit des outils de campagne caritative qui simplifient l'organisation de tels streams, qui offrent globalement une certaine facilité d'utilisation aux utilisateurs et aux utilisatrices de la plateforme. Il y a même la possibilité de trouver facilement une association caritative éligible au sein même de Twitch, d'où le fait que ce soit tenu sur Twitch ce fameux Streamers for Palestinians français, mais aussi comme c'est tenu la semaine dernière un événement similaire de l'autre côté de l'océan Atlantique pour vous ou du Pacifique pour moi. Ici aussi, c'était pas moins de quelques dizaines de créateurs ou des créatrices de contenu de premier plan qui s'étaient réunis dans un joli studio couleur pastèque pour une grande journée de collecte de fonds en soutien des efforts de secours à Gaza. Au programme, charade, concours et vente aux enchères de youtubeurs, de streamers, de tiktokers pour la levée de plus d'1,5 million de dollars à l'arrivée au profit de
au profit de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens et les organisations humanitaires Palestine Children Relief Fund, Medical Help for Palestinian ou Heal Palestine. Le tout dans le cadre d'un collectif qui avait déjà été créé à l'occasion quelques semaines auparavant pour la Palestine, Creators for Palestine, un collectif d'une centaine d'influenceurs et d'influenceuses visant à collecter des fonds pour aider les Palestiniens, influenceurs et influenceuses de tous médias qui se sont retrouvés sur Twitch pour ce grand événement commun de la semaine dernière. Et encore une fois, les gens, évidemment, ce sont des millions d'euros qui ont été récoltés en quelques jours sur ces événements pour une cause plus qu'urgente. Je précise par ailleurs que je vous mets en description un lien vers le compte TikTok de l'Odoniri qui depuis des semaines fait un travail absolument brillant de recensement et de partage de cagnottes vérifiées en soutien à la population palestinienne. N'hésitez pas à y jeter un œil, à contacter l'Odoniri pour éventuellement parrainer ou marrainer l'une de ces cagnottes. Et une fois qu'on a dit tout ça, on n'a peut-être pas encore tout dit, les gens, puisqu'une fois ce grand million d'euros atteint dans les plus grands souvenirs des We Are The World dont on a l'habitude, il me semble que c'est précisément là que la partie commence. Partie où, après avoir applaudi et s'être satisfait d'une aide humanitaire précisément humainement inestimable, il est aussi temps pour ces mêmes streamers et ces mêmes streameuses de s'engager durablement dans le champ politique, non pas spécifiquement pour militer pour tel ou tel parti, mais à minima pour se mettre au clair quant à la prétendue neutralité de leur métier, puisqu'il faut désormais, je crois, travailler collectivement à ce que ces moments de mobilisation politique de celles et ceux qui habituellement se travaillent apolitiques, qu'ont été la réforme des retraites et qu'est l'actuel massacre en Palestine, travailler à ce que ces moments fassent entrer dans le plus de têtes possible, que l'image publique et le devoir d'implication politique qui est corrélé n'est pas une option événementielle à débloquer tous les 2 ans sur Twitch en ayant dépassé 10K viewers 5 fois de suite sur 5 stream Worms Armageddon. Bien au contraire, ces moments sont aussi un incroyable espace pour repenser les formats, pour prendre en main ses propres médias, pour reparaphraser Henry Jenkins, et pourquoi pas très concrètement dans cette situation matérielle actuelle, un espace pour participer d'un rapport de force véritable qui pourrait éviter d'avoir à enchaîner tous les prochains mois de nouvelles cagnottes humanitaires pour la Palestine. Et ça, c'est aussi de notre responsabilité à tous et à toutes en tant que membres des différents chats que de pousser les discussions dans un certain sens, que d'entraîner son streamer ou sa streameuse préférée à davantage démasquer ses engagements dans un environnement complexe où le simple fait d'être marqué politiquement est aussi une réelle prise de risque financière dans un métier pourtant plus que précaire. Et c'est là, les gens, qu'il va falloir être solides, comme ont pu l'être cette semaine certains streamers et certaines streameuses en signant aussi une tribune dans le journal Libération, et ce parmi plus de 230 artistes, pour interpeller le président de la République pour que la France reconnaisse officiellement l'État de Palestine. Streamers et streameuses parmi lesquels Alice Raj, Yukaino, Dani Eras, des streamers et streameuses politiques qui font en tout cas pour la plupart déjà du contenu politique, le cœur de leur métier, mais aussi des streamers et des streameuses plus généraux, plus orientés divertissement pur, comme Horty, comme Arconir côté stream, mais aussi côté YouTube, comme Lena Situation, comme Mr V, comme Natou, ou comme Samuel... Ah non, attendez, je regarde la liste. Ah non, il est pas dedans lui. Curieux. Bref, la lutte ne fait que commencer, les gens, sur la plateforme Twitch, et il est plus que jamais temps de travailler à ce que les overlays tombent. Actualité oblige, je vous propose, pour bien terminer ce bien trop long édito, avec une partie de cette fameuse tribune à destination du président, nous, artistes, créateurs de contenu, personnalités publiques et citoyens, avec nos différences, mais aussi ces liens qui nous unissent, nous joignons nos voix pour dire au monde que nous reconnaissons l'existence de l'État de Palestine, non seulement en réponse au massacre actuel, mais au nom du droit de ce peuple à exister. Aujourd'hui, nous faisons appel au président de la République pour lui demander cette reconnaissance. Ne soyons pas à rebours de l'histoire, ne soyons pas dans le camp de la honte. Notre voix, notre solidarité peuvent faire la différence. Vive la justice, vive la paix, vive la Palestine libre. It's been 10 years since your mom disappeared. When I'm gone, you have to keep looking for her. I can't, Abuela. I'm not gonna search for her forever. The human is real. As dogs, they catch animals and take them away in cages. Where's your mom? It's a dog. Don't touch it. Thanks to this puppy, we will find her. It's this way. You can't help a dog. They took her away. Come with me, Kona. Let's go look for your mom. My name is Colin. Her name is Kona, and she's my best friend. I hate dogs.
And what about your friend? He's not my friend. I hope you find your mom, Kona. All animals deserve to go back home, no matter where they come from. Bad bear. Gertrude! Nobody escapes from the dogs. You're lying. I'm gonna find her. Oh, out of the way! You'll find the ship and who you're looking for. I trust you, Kona. Je n'ai jamais souhaité la mort de quiconque et j'éprouve une douleur sincère pour tous les Chiliens qui ont perdu la vie au cours de ces années. Ça, les gens, c'est le discours surréaliste tenu par Augusto Pinochet, commandant en chef de l'armée chilienne qui, le 11 septembre 1973, a pris la tête d'un coup d'État contre le gouvernement du président socialiste Salvador Allende et ainsi mis en place une dictature militaire qui va tenir 17 ans, 17 longues années émaillées de milliers de morts et de dizaines de milliers d'arrestations et de tortures des dissidents, entraînant au passage l'exil de plusieurs centaines de milliers de Chiliens et de Chiliennes. Et si je vous parle de ça dans une matinale qui se veut être une revue de l'actualité pop culture, c'est que ce sombre passage de l'histoire chilienne qui a encore de très larges répercussions aujourd'hui et pas seulement au Chili par ailleurs, ce sombre passage de l'histoire et notamment la question de l'exil des Chiliens, c'est précisément le thème de ce Brave Cat dont vous venez de voir ou d'entendre les toutes premières images. Brave Cat, un film réalisé par Gabriel Osorio, dont le nom vous évoque peut-être quelque chose si vous vous intéressez au monde de l'animation, puisque c'est également lui qui avait réalisé Bear Story, un court-métrage d'animation inspiré là aussi du grand-père, de son grand-père, Leopoldo Osorio, qui avait été emprisonné pendant 2 ans après le coup d'État chilien, puis contraint à l'exil pendant toute la durée de la dictature. Bear Story, un court-métrage qui avait fait pas mal parler de lui en 2016, puisqu'il avait juste topé l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation à la 88e cérémonie, faisant du court le premier film chilien, mais aussi le premier film d'animation latino-américain tout court à remporter un Oscar. Et c'est donc avec ce Brave Cat que Gabriel Osorio revient sur le devant de la scène avec le studio Punk Robot qu'il a cofondé aux côtés d'Antonio Herrera, de Mari Soto Aguilar et de Pato Escala, dont je vous reparlerai tout à l'heure, qui avait aussi travaillé sur l'épisode In the Stars de la très chouette anthologie Star Wars Vision dont je vous ai parlé plusieurs fois dans l'émission, que je vous conseille et que je vous recommande. Épisode qui avait aussi remporté des prix. Brave Cat, donc un projet de long métrage, cette fois-ci au visuel comme vous avez pu le voir, mi-image de synthèse, mi-stop motion, qui nous racontera l'histoire de Kona, un chat qui décide de partir à la recherche de sa mère disparue, kidnappée il y a longtemps par un cirque, avec Colin, un chiot abandonné, et Bernard, un vieil ours de cirque en fuite. Les 3 compères se lancent dans une quête à travers le pays à la recherche de leur famille perdue. Un propos difficilement plus transparent, a fortiori que Gabriel Osorio souligne lui-même en interview que le film tentera, dit-il, d'explorer le pardon de l'impardonnable en traitant notamment la question des personnes encore portées disparues à ce jour au Chili. Bon, il est à noter que ces premières images que vous avez vues ont été diffusées très tôt dans la production du film, ce qui est plutôt rare, dans l'objectif notamment de les diffuser la semaine prochaine au Festival d'Annecy, et ce afin de trouver des partenaires de production qui pourront soutenir le projet. Autant dire que la sortie ne va pas être tout de suite, mais ce qui est intéressant, les gens, au-delà de tout le regard porté sur le complexe passé historique du Chili, c'est que ce studio d'animation, Punk Robot, mais aussi Gabriel Osorio lui-même, sont représentatifs d'un boom de l'animation que connaît le pays depuis quelques années, l'industrie chilienne étant en 2 décennies devenue l'une des plus réputées, si ce n'est la plus réputée d'Amérique latine. Et c'est en partie dans cette histoire précisément du pays qu'il faut en trouver des causes. Avec la fin de la dictature militaire de Pinochet en 1990, le Chili a commencé une période de reconstruction des institutions démocratiques afin de développer un ensemble de politiques publiques dans des secteurs fortement affectés évidemment par les dynamiques de contrôle et d'ordre social imposées par le gouvernement militaire de Pinochet, dont bien évidemment le secteur
secteur culturel, largement censuré bien sûr, mais surtout américanisé. Pinochet ayant supervisé une large américanisation de la culture chilienne en collaboration avec le grand projet américain d'endiguer la propagation du communisme pendant la guerre froide. Bref, une période de reconstruction des institutions démocratiques dont l'extrême lenteur a aussi ajouté de l'huile sur la planche à dessin et participé de conduire à une forme d'urgence de création du secteur culturel alimenté par de tout nouveaux fonds publics. Secteur culturel dont l'animation a longtemps été parent pauvre, si bien est qu'il faudra attendre le début des années 2000 pour que le monde de l'animation chilienne se dévoile pleinement. En 2002, Ogu et Mampato à Rapa Nui est devenu le premier long métrage d'animation chilien depuis le film muet Vida y Miligranos de Don Fausto de 1924. Entre 2003 et 2005, ce sont surtout les chaînes de télévision chiliennes qui ont décidé de miser sur le contenu animé en soutien du Conseil national de la télévision du Chili, avec plus de 23 séries produites et publiées à cette période. Et quand je dis ça, il faut garder à l'esprit qu'historiquement le Chili a toujours été un important importateur d'œuvres d'animation qui, durant cette période de reconstruction, notamment cartonnait au box-office. Pas pour des œuvres chiliennes, du coup, encore largement cantonnées à la télévision, mais avec le début du déclin du médium télévisuel au début des années 2010, les plus grandes chaînes de télévision chiliennes se sont retrouvées en incapacité de financer des productions d'animation sans le soutien de l'État, et de nombreux producteurs d'œuvres animées ont alors été poussés à la diversification des supports, des partenaires, mais aussi des plateformes de diffusion. C'est le cas de Marmota Studio, par exemple, un studio d'animation axé sur la création de contenu web sur YouTube et qui en quelques années est devenu la grande force de l'animation web du Chili, mais aussi d'Amérique latine. Une diversification d'autant plus vive qu'elle a tout de suite été soutenue par l'association Chilea de Animación, forme de syndicat, de guilde de l'animation fraîchement créée en 2010, comprenant à la fois des sociétés de production et des professionnels individuels et permettant ainsi une collaboration étroite entre différents créateurs, entre différents acteurs de l'industrie, permettant, comme le précise leur site officiel, la représentation, la défense et la promotion des intérêts sociaux, professionnels et culturels de ses membres, mais aussi et peut-être surtout permettant de représenter les intérêts de la toute nouvelle industrie de l'animation chilienne, tant au niveau international, notamment depuis 2017 avec la création d'une marque internationale, que nationale, le syndicat ayant travaillé à obtenir et ayant obtenu par ailleurs un soutien gouvernemental pour l'industrie pour promouvoir les œuvres animées chiliennes à l'étranger et attirer ainsi des investissements étrangers, avec l'établissement ou le recalibrage d'aide à la création, avec le fonds du Conseil national de la télévision, avec la Corfo, la société de promotion de la production, et avec le fonds audiovisuel du Conseil national de la culture et des arts, précisément chargé de financer la culture au Chili. Je rentre pas davantage dans les détails, mais ce qui est sûr, c'est que ce syndicat a également contribué à la formation et à l'éducation des animateurs et des animatrices chiliens en organisant des ateliers, des séminaires et des programmes de formation. Bref, un groupement, un syndicat, une guilde essentielle dans la lutte pour les travailleurs et travailleuses culturelles de l'animation au Chili pour s'imposer parmi les industries culturelles. Je cite Patricio Escala, PDG de Punk Robot, qui avait produit justement Bear Story. Dès le début, nous avions compris que nous étions plus forts ensemble et nous avons travaillé pour convaincre le gouvernement que l'animation était une industrie en croissance. Et le message avait été à l'époque bien reçu, puisque progressivement, le pays est passé d'une industrie de l'animation avec une tradition autodidacte à une industrie professionnalisée par des écoles d'animation fraîchement créées. Et je pourrais aussi vous parler de certaines conséquences positives du Covid sur cette industrie, de la création d'un comité interministériel pour l'économie créative, ce à quoi il faut combiner de nombreux succès qui ont émaillé ces toutes dernières années le cinéma d'animation chilien, avec les succès de Paperport, de Rise the Bar, de Nahuel et le livre magique, qui avait été le seul film latino-américain et en langue espagnole à avoir été sélectionné pour la compétition officielle des longs métrages du Festival d'Annecy de 2020. On peut parler aussi de Mampato le film et bien sûr de Bear Story, qui avec son Oscar a quasiment été à lui seul game changer dans le pays. Bref, autant de choses qui ont amené le Chili à devenir ce pays sur lequel il faudra compter dans les années à venir en Amérique latine pour ce qui est du monde de l'animation. Attendez, vous voulez en voir un petit peu plus? Je vous montre quelques images de Paperport. Es mi favorito. Hello, I'm Matilda, and I'm gonna spend the summer with my grandfather, his pet fish, and all my brand new friends. But I have one really big problem. Every day I wake up with a new magical power I can't choose or control. Welcome to
Bref, les gens, une grande industrie de l'animation en devenir, c'est bien possible. C'est pourquoi autant de regards et de griffes sont tournés vers ce projet Brave Cat, premier long métrage, je rappelle, du studio Punk Robot. Seul ombre au tableau, il faudra être encore un peu patient et patiente pour en voir plus du projet, en espérant que celui-ci trouve producteur assez cros lors du festival d'Annecy et qu'il puisse financièrement et facilement retomber sur ses pattes, parce que festival international oblige, pour trouver des partenaires, ça risque d'être la guerre. Miaous, oui, la guerre. Les gens, il est 10h48 en France et 17h48 au Japon. Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture du vendredi 10h midi. C'est l'heure de la pause musicale de la semaine. Si vous découvrez l'émission, on va s'écouter un petit extrait d'une bande originale d'animé avant de se retrouver pour parler des premières images de Tomb Raider, la légende de Lara Croft, un nouvel animé issu de la franchise Tomb Raider, bien décidé à faire le pont entre les jeux originaux de la franchise et la relance de celle-ci au début des années 2010. Et on verra pourquoi ça risque d'être mission impossible. On parlera également de Ikea chez Roblox qui s'est dit que ce serait une riche idée que de recruter des vrais gens payés avec des vrais salaires pour travailler dans un magasin virtuel Ikea sur la plateforme. Si vous ne voyez pas encore exactement quel est le problème, donnez-moi quelques minutes et surtout, préparez-vous à vous énerver comme jamais vous vous êtes énervé dans l'émission. Et on retournera également au Japon pour décrypter la nouvelle politique culturelle japonaise à destination de l'international. Ça va parler Cool Japan et ce sera peut-être pas si cool que ça. Mais avant qu'on rentre dans tous ces sujets, les gens, je vous propose de prendre un petit moment pour qu'on écoute tous et toutes ensemble le titre de la semaine sur Soft Power. Bonne écoute. Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture du vendredi 10h midi sur Twitch et quelques heures après en VOD sur YouTube ou en version audio sur toutes les plateformes de podcast. Parfait pour vous accompagner ce dimanche pour le vote aux élections européennes. VOD ou podcast audio, donc où vous pouvez, si vous appréciez l'émission, laisser des évaluations, des pouces bleus, des commentaires, des étoiles sur les plateformes de podcast pour soutenir et faire découvrir Soft Power au plus grand nombre. Vous pouvez également me soutenir financièrement en me soutenant directement sur ma page Patreon, dont le lien est en description ou dans le chat si vous suivez l'émission en direct, ou en vous abonnant à la chaîne Twitch, soit directement, soit en utilisant le sub inclus mensuellement dans votre abonnement Amazon Prime. Et vous pouvez bien sûr retrouver tous les liens du YouTube, des plateformes de podcast, de Discord, du Discord de l'émission que je vous invite à rejoindre, mais aussi des articles que je cite parfois dans l'émission en description. Vous venez d'entendre Victory Blow de Masaru Yokoyama, extrait une fois n'est pas coutume d'une bande originale que je vous avais déjà
déjà recommandé dans l'émission pour vous parler de son autre compositrice en l'occurrence, Kana Hachiguchi, et bande originale co-composée donc à l'occasion par Masaru Yokoyama, dont je vous ai déjà parlé et qui a notamment travaillé sur les très chouettes bandes originales de Fate Apocrypha, de Love and Lies, de Queen's Blade, que je vous invite à découvrir les bandes originales, évidemment, hein, je vois venir les amateurs de Queen's Blade. Victory Blow de Masaru Yokoyama, c'était le titre de la semaine, les gens, sur Soft Power. Miss Croft, danger is your friend. How much longer can you persevere? Deux points, ouvrez les guillemets. Tomb Raider ne manquera pas de susciter bien des ennuis chez les féministes. Les proportions irréalistes de Lara Croft ne peuvent que conduire à davantage de stéréotypes de genre et à une objectivation des femmes. Ok, je vais vous l'accorder, mais n'oubliez pas que c'est une femme qui fait ce que la plupart des hommes ne peuvent pas faire. Si ce n'est pas une femme forte, je ne sais pas ce que c'est. Ça, les gens, c'est ce qu'on pouvait lire en en-tête du test réalisé par l'énorme site de jeux vidéo IGN à l'occasion de la sortie de Tomb Raider, classique parmi les classiques du jeu vidéo, développé par Core Design et sorti en 1996. Et c'est une en-tête qui fera bon de bien garder à l'esprit devant les premières images que vous venez de voir ou d'entendre, si vous écoutez l'émission en podcast, de Tomb Raider, la légende de Lara Croft, nouvelle série d'animation showrunnée par Tasha Uo, dont on essaiera d'oublier très vite qu'elle est connue pour avoir travaillé sur les horrible Red Sonja, sur The Witcher, l'héritage du sang, et que c'est aussi elle qui est en charge du scénario de l'adaptation en prise de vue réelle de Naruto. Je sais les gens, ça fait beaucoup d'un coup, reprenez votre respiration, allez-y. Tomb Raider, la légende de Lara Croft, showrunné par Tasha Uo donc, et animé notamment par Powerhouse Animation Studio, dont on avait déjà parlé dans l'émission. Powerhouse Animation Studio, un studio basé au Texas, est très apprécié de Netflix et qui avait signé en 2021 un grand accord de production de plusieurs œuvres animées, parmi lesquelles Masters of the Universe, Skull Island, Castlevania Nocturne et ce fameux Tomb Raider The Legend of Lara Croft. Petit aparté, les gens, pour dire d'ailleurs que Powerhouse Animation Studio, c'est aussi le premier groupe d'un état américain Right to Work à rejoindre le grand syndicat de l'animation, le TAG, fameux état Right to Work où le paiement de cotisations ou de frais à un syndicat n'est pas une condition de recrutement, ce qui peut être le cas dans d'autres états. Et donc les gens de chez Powerhouse Animation Studio Texas avaient rejoint le syndicat pour demander de meilleurs salaires au global et une meilleure protection en matière de sécurité d'emploi. Force à eux, fin de l'aparté. Tomb Raider The Legend of Lara Croft, donc, qui nous racontera de nouvelles aventures de Lara, vocalisée par Hayley Atwell, la fameuse agent Carter des franchises Marvel, pour une série dont les événements se dérouleront après le redémarrage de jeux Tomb Raider sortis entre 2013 et 2018 et qui s'était terminé avec Shadow of the Tomb Raider, et série animée qui aura pour incroyable mission loristique de faire le pont avec la série originale des jeux pour forcer une cohérence qui n'a pas vraiment lieu d'être, mais dans une franchise, paraît-il, ça compte, puisqu'il faut rappeler que bien avant d'être un jeu vidéo, Tomb Raider est désormais avant tout une grande franchise médiatique ayant généré des milliards de dollars depuis sa création et ayant vendu quasi 100 millions de jeux à travers le monde, et ça sans compter les 53 millions de téléchargements de jeux mobiles que sont Lara Croft Relic Run et Lara Croft Go, une franchise ayant aussi rapporté des centaines de millions de dollars au cinéma, s'étant déclinée en série, et s'y décline encore, puisque Phoebe Waller-Bridge a récemment reçu un feu vert pour une série Tomb Raider en prise de vue réelle pour Amazon Prime, mais une franchise aussi déclinée en bande dessinée, en roman, en d'innombrables figurines et autres goodies plus ou moins originaux, et ce avant même de faire la une de plus d'1 millier de magazines. C'est énorme. Si vous aviez encore du mal à saisir l'importance toute particulière de celle qui en 2006 avait été reconnue par le Guinness Book comme l'héroïne la plus célèbre et la plus rentable du jeu vidéo, sauf que là-dedans, les gens, dans tout ce que j'ai dit, il me semble qu'il y a à minima un léger mensonge, un mensonge que nous savions tous et toutes être un mensonge, sans vouloir nous l'avouer à haute voix, un mensonge cachant une vérité plus secrète que n'importe quels emplacements de Sion, d'Atlantis, de dagues de Cyan ou encore d'artefacts puissants, un mensonge terrible qui, à sa seule clameur, les gens, devrait vous faire vriller. Enfin, d'abord, il faudra d'abord vous arrêter, ensuite vous faire pivoter dans la direction souhaitée, et là, enfin,
vous pourrez vriller. Ce mensonge, les gens, aussi incroyable qu'il puisse être, c'est que Lara Croft n'existe pas. Oui. Ou plutôt qu'il n'existe pas une Lara Croft, mais bien des Lara Croft aux imaginaires et aux soubassements idéologiques bien différents, si bien est qu'il ne s'agit pas tant, lorsque l'on parle de ce Tomb Raider The Legend of Lara Croft, de dire que la série nous racontera les aventures de son héroïne, que de se demander laquelle des héroïnes cette série nous présentera. Et si je dis tout ça bien sûr sur un ton léger, sous le ton de la plaisanterie, il n'est pas si évident que ça, que de telles disparités puissent être observées chez Lara, tant les cadres d'Eidos, de Crystal Dynamics et consorts ont soigneusement travaillé d'année en année à cohérer leur univers, ce qui avait trouvé une forme un peu spectaculaire dans le licenciement en 1997 de l'actrice et mannequin Rhona Mitra, qui incarnait officiellement à l'époque Lara Croft et qui avait eu l'outrecuidance de dire qu'elle était Lara, hop, licenciée, Eidos demandant par la suite à toutes les futurs mannequins incarnant Lara Croft de se référer à l'héroïne à la troisième personne. Lara approuve très clairement, sauf que tout ça, les gens, c'est bien du mensonge, et vous le savez sans doute, puisque la représentation même de Lara Croft est en quelques décennies passée d'une héroïne sexualisée, forte et bardée d'armes à une héroïne jeune, vulnérable et plus ou moins désexualisée. Et tout ça n'est pas un hasard si vous vous souvenez de ce qu'on avait abordé il y a 2-3 semaines à l'occasion de la diffusion de la nouvelle saison de la série française Totally Spies. Petit rappel très rapide, les gens, a fortiori que je suis très loin d'être un expert, mais je ne doute pas que vous saurez me rattraper dans le chat ou dans les commentaires de la VOD. S'il vous plaît. Dans les années 90 émerge un ensemble de revendications politiques et de pratiques artistiques qui vont caractériser ce qu'on définira comme une troisième vague féministe, qui va notamment marquer sa différence, voire sa rupture avec la deuxième vague dans l'importance qui va être affiliée aux affirmations individuelles de choix, mais aussi à une meilleure visibilité donnée à la variété de profils féminins et de manière générale à l'hétérogénéité du mouvement. La deuxième vague ayant reçu comme critique notamment d'avoir été principalement dominée par des femmes blanches de classe moyenne. Une troisième vague, ou plutôt des troisièmes vagues qui vont porter avec elles une réappropriation du féminin, une subversion de ce qui était défini comme des essentialismes féminins, une variété des discours et des identités construite désormais, mais aussi pour le cas qui nous intéresse plus particulièrement dans cette émission et pour de nombreux mouvements, une réhabilitation d'un féminisme pop et une réhabilitation de la culture populaire, auparavant ennemie, désormais possible alliée pour obtenir et présenter de meilleures représentations des femmes potentiellement inspirantes. Bref, les gens, vous l'aurez compris, un mouvement très vaste allant des féminismes les plus radicaux à des branches réactionnaires, à des branches post-féministes au sens le plus littéral du terme, auxquelles certaines autrices ont pu affilier le Girl Power dont on avait parlé à l'occasion du démarrage de cette fameuse nouvelle saison de Totally Spies. Girl Power très positif quant à des représentations d'une féminité basée sur l'action et sur des choix personnels, et qui a pu être et qui est encore considéré par bon nombre de travaux féministes comme une actualisation d'un féminisme marchand basé sur une commercialisation néolibérale au nom du libre choix, avec ses protagonistes féminines volontaires, entrepreneuses d'elles-mêmes, responsables, avec toute cette tendance ces dernières années encore à la guerriérisation de la culture, tout en maintenant concrètement les structures de domination, le tout dans un mode de production décidément toujours très à l'aise pour absorber sa propre contestation, et ceci même, et je le redirai, si ces œuvres ont pu aussi et peuvent encore porter en elles-mêmes des failles propices à un réel empuissantement qu'il ne faudrait pas lui retirer, et d'où l'émergence et où la popularisation dans les années 90 de grandes figures féministes, dont la grande figure développée par Stephanie Gaines dans son livre Post-Feminities in Popular Culture, la Supergirl. La Supergirl, les gens, cette figure féministe très ambiguë, héritière des héroïnes d'action à l'ancienne, mais qui désormais va afficher un corps féminin et une conscience féministe, tout en se dotant d'une assurance et d'un pouvoir habituellement dédié aux personnages masculins. Dans ce cadre, la force et l'action, habituellement associées à la masculinité, deviennent des moyens d'autonomisation de ces Supergirls pour ces Supergirls qui vont afficher en parallèle une évidente, très visible féminité, faisant d'elle, comme le soulignent certains auteurs, une machine à tuer féminine et parfaitement accessoirisée, et ce dans une fonction culturelle paradoxale, je cite toujours Stephanie Gaines, où elle conteste, cette Supergirl, où elle conteste et réaffirme à la fois les absolus normatifs et les stéréotypes, à l'intersection
subversion de la culture et du féminisme. C'est Supergirl, les gens, vous en connaissez beaucoup, hein. C'est Elektra, c'est les drôles de dames de Charlie au début des années 2000, c'est Reign, c'est Cereza de Bayonetta, et c'est évidemment Lara Croft, l'original de 1996. Des Supergirl, des personnages extrêmement ambigus, hein, qui sentent, et dans le cas de Lara, qui transpirent l'émancipation, des personnages autonomes, forts, responsables, et qui pourtant sont complètement dépolitisés dans un monde où le féminisme aurait déjà gagné, rappelant à chaque pas la chape de plomb structurelle dans laquelle ils évoluent. Je vais être plus concret, pour le cas de Lara Croft dans les jeux successifs Tomb Raider, il était possible, grâce à l'angle de la caméra à la troisième personne, de constamment suivre le corps de Lara en vue arrière, un corps designé par et pour des hommes avec sa poitrine imposante, son t-shirt, ses treillis, ses bottines, un corps encore davantage mis en avant quelques années plus tard avec l'implémentation dans le jeu de tenues de plus en plus courtes, voire de bikini, en n'apportant absolument rien d'autre que leur esthétique. Et quand je parle de corps designé par et pour les hommes, c'est pas une vue de l'esprit, hein, puisque dès le grand salon de l'E3 de 1996, les premières affiches montraient l'héroïne dans des poses plus que suggestives, ce qui avait beaucoup plu à tout un parterre de journalistes, cela va sans dire, évidemment, à tel point qu'Eidos, l'éditeur, avait demandé à l'époque au studio d'intégrer un code dans le jeu pour pouvoir déshabiller Lara. Studio qui avait eu la clairvoyance de refuser, merci à eux, bravo. Et je ne vous rappelle pas ces grandes pages de magazines français à l'époque où la publicité pour le jeu était soutenue par la phrase que je vous cite: « Lara sera à tes côtés, mais prouve-lui que tu es un homme. » 1996, les gens, 1996, c'était hier, faisant ainsi de cette Lara Croft 1996, comme ce qu'on pouvait dire dans une certaine mesure il y a 3 semaines sur les Totally Spies, une figure problématique et subversive à la fois, même s'il ne faut pas s'y tromper et que la réalité matérielle de l'exploitation de Lara Croft au fil des années a prouvé, hein, que cette subversion tenait littéralement de l'épiphénomène. Et en même temps, et c'est toute la complexité du sujet, il faut reconnaître quand même à cette vieille Lara qu'elle a pu transcender aussi bon nombre de tropes négatifs en étant la protagoniste du jeu, en dirigeant l'intrigue, en ne comptant sur aucun personnage masculin pour la sauver, et même sa sexualisation si critiquée est quasi toujours combinée à une démonstration de sa capacité d'agir, de son autonomie complexe. Ceci étant, hein, évidemment, toujours des en même temps, comme le précise Janine Engelbrecht dans son chouette papier 4e vague de féminisme dans les jeux vidéo, une analyse de Lara Croft, il semble prudent de ne pas mettre de signe égal entre les caractères problématiques et les possibilités subversives de cette ancienne Lara Croft, tant les années qui en ont suivi nous ont montré que les potentialités émancipatrices du titre n'avaient pas été grand-chose par rapport à l'exploitation massive telle qu'elle a été menée de la franchise. Un épiphénomène, je vous disais. Rappelez-vous les gens aussi ces films, Tomb Raider, avec leur réalisation très souvent concentrée sur les cuisses, sur les hanches et sur les faux seins que devait porter Angelina Jolie pendant tout le tournage. Mais maintenant qu'on a dit ça, il faut aussi reconnaître que la relance de la franchise Tomb Raider au début des années 2010 a opéré un vrai virage dans la représentation du personnage. Et je ne parle pas que du changement de fringue et de la réduction de la poitrine, mais bien d'un changement de valence politique du personnage, sans rentrer dans des débats que je serais tout à fait incapable de mener sur la quatrième vague du féminisme liée à la construction des identités au contact du numérique. Il faut reconnaître, les gens, que le personnage de Lara a bénéficié d'une réelle transformation à la fois physique, ludique et narrative, aidée par l'arrivée de Rhianna Pratchett à l'écriture, la fille de Terry Pratchett, oui, mais surtout qui avait déjà œuvré à l'écriture d'Heavenly Sword et de Mirror's Edge, 2 jeux dont le protagoniste était déjà une protagoniste. Rhianna Pratchett, hein, qui ne s'est jamais cachée à l'époque de faire désormais de Lara Croft une icône féministe, comme elle le disait, une icône féministe de son temps, la nomination de Rhianna Pratchett au poste de scénariste étant déjà matériellement une possibilité de son temps, d'où une Lara désexualisée par opposition à celle d'origine, dans la mouvance des Katniss Everdeen de Hunger Games, de Furiosa, de Nakia, de Black Panther. Une Lara, bien sûr, au corps toujours très athlétique, hein, mais au rapport taille-hanche qui, cette fois-ci, n'était pas le résultat d'un éditeur de personnages de chez Bethesda dont tous les potards auraient été mis au max. Une Lara aux vêtements désormais pratiques, fonctionnels, mais surtout désormais une Lara complexe, brouillant l'arbitraire ligne des traits masculins et féminins. Un personnage riche en émotions diverses, ce qui est fortement aidé par le fait que ce soit une actrice, hein, Camilla Luddington, dont les mouvements ont été capturés. Et là où la Lara d'origine était un idéal impossible à atteindre, qui faisait de cette femme forte et autonome en réalité une exception,
Cette nouvelle Lara est peu ou prou ordinaire, ça reste un jeu vidéo, peu ou prou ordinaire, et c'est son environnement qui va la transformer. C'est elle qui va se transformer pour survivre à divers paysages hostiles. C'est elle qui va apprendre à contrôler son environnement après avoir échoué et frôlé la mort à de nombreuses reprises. C'est elle aussi qui va se construire par des relations sociales, par ses relations sociales, et notamment celle avec son équipage échoué sur la même île qu'elle. Des personnages d'origine diverses qui vont travailler et lutter ensemble à s'en sortir dans une générale relation horizontale, sortant Lara de son habituel voyage héroïque monolithique, mais voyage durant lequel Lara va aussi se construire en tant qu'individu, en tant que femme, en tant que sujet politique. Alors, bien sûr, les gens, on pourra continuer et il faudra continuer de reprocher à ces nouveaux jeux la représentation voyeuriste de leurs scènes de violence, la mise en place et la mise en scène invraisemblable de stupidité, les gens de cette fameuse scène d'abus sexuel utilisée, nous dit-on, pour rapprocher les joueurs du personnage de Lara pour qu'ils aient davantage envie de la protéger. Ouais, ok, 2013, les gens. C'était vraiment hier. Et aussi reprocher, entre autres, que le personnage de Lara est une énième femme blanche riche et hétérosexuelle, évidemment, mais il faut reconnaître dans un même temps, et décidément, on est très dans un même temps aujourd'hui, j'espère que ça ne va pas influencer mon vote de dimanche, reconnaître dans un même temps que oui, cette nouvelle Lara amène aussi à un travail de compréhension incomparablement plus nuancé de la féminité et des femmes que ses incarnations précédentes. Et si de nombreuses critiques sont encore à faire, il faut reconnaître, comme le souligne Roxane Gay pour son livre Bad Féministe, je la cite, que ce n'est pas parce qu'un imaginaire, qu'une image, qu'une œuvre n'est pas progressivement satisfaisante qu'il n'y a pas de plaisir, voire d'empuissantement à y trouver. A fortiori, quand cette œuvre est un terreau de plus en plus favorable à de telles potentialités d'émancipation, ce que cette nouvelle Lara me semble être largement par rapport à l'ancienne, et ce, malgré encore toutes ses imperfections, et malgré toujours le fait que ces productions se fassent dans un cadre, dans un ethos néolibéral qui en limite les capacités de subversion. Et c'est là, les gens, que vous comprenez mon problème avec cette nouvelle série Tomb Raider, la légende de Lara Croft, dont l'objet même est, par souci de cohérence, nous dit-on, de précisément faire le lien historique et narratif entre deux personnages pourtant radicalement différents. Quelle Lara nous montrera ce Tomb Raider, la légende de Lara Croft? Réponse sur Netflix le 10 octobre prochain. Et si c'est nul, les gens, il sera toujours temps de fuir, enfin, de vous arrêter, de faire pivoter à 180 degrés, et là, enfin, vous pourrez fuir. 産業の国際競争力の強化、インバウンド誘致、農林水産物、食品の輸出、地域の魅力発信等の横断的な取り組みを推進します。戦略では新型コロナが収束しインバウンドが増加していることなどを背景にクールジャパンを再起動すべき時期が到来したと強調しています。岸田総理はアニメやゲームなどの日本文化の関連産業の Allez les gens, on va parler un petit peu Japon. La semaine dernière, si vous vous baladiez sur votre compte Netflix, vous avez peut-être eu l'immense plaisir de découvrir la mise en ligne du film Godzilla Minus One, énorme claque sortie l'année dernière, réalisé par Takashi Yamazaki et qui a remporté il y a quelques mois l'Oscar des effets spéciaux. Et si vous avez eu ce plaisir de la découverte ou de la redécouverte par ailleurs, sachez que vous n'avez pas été les seuls, puisque le film s'est instantanément hissé à la première place des meilleurs films Netflix, bénéficiant largement d'un bouche à oreille très positif qui lui avait déjà valu des ressorties en salle au cinéma. Et si la plateforme de streaming adore prendre la parole pour donner des classements des œuvres dans son catalogue et des baromètres tout pétax basés sur le comptage de minutes vues, jamais compris, il y en a un autre qui était très intéressé cette semaine à suivre le succès ou non du film. Et cet autre, les gens, ce n'est rien d'autre que le Japon lui-même, puisque ce mardi, le gouvernement japonais a pris la parole pour déclarer qu'il visait à augmenter les exportations de ses biens culturels à hauteur de 20 000 milliards de yens, soit près de 117 milliards d'euros d'ici 2033. C'est titanesque. Pour vous donner une petite idée, les gens, en 2022, les secteurs japonais du jeu vidéo, de l'animé, du manga avaient rapporté au global 4 700 milliards de yens en provenance de l'étranger. Il s'agit donc de faire un x4 en 10 ans. C'est RNesque, d'autant plus que tout ça compte bien se mêler à la croissance des industries connexes que sont la mode, le tourisme, etc. Le Japon visant un bénéfice économique en 2033 de 50 000 milliards de yens. Bref, l'idée, c'est de relancer le Cool Japan
Japan, un terme repris dans le courant des années 2000, mais surtout 2010, pour coller à la stratégie du Japon d'augmenter très directement son soft power avec tout un tas de mesures visant à faire des industries culturelles du pays un moteur de sa croissance économique, avec notamment la création du fonds Cool Japan en 2013, qui par exemple, très concrètement en 2019, avait investi des dizaines de millions de dollars dans une société américaine de licences d'animé pour accroître la force de l'animation japonaise sur le territoire nord-américain. Cool Japan qui a été largement critiqué en ce qui concerne sa mise en œuvre politique très concrète. Il lui a été reproché de ne pas en faire assez, il lui a été reproché de le faire mal, il lui a été reproché de ne pas être cohérent, puisqu'il n'existe pas de ministère unique du soft power qui donnerait telle ou telle direction, ça n'existe pas. Il lui a été reproché aussi de limiter et d'essentialiser la culture et de sentir bon l'impérialisme japonais, et je passe sur les accusations de harcèlement sexuel, de conflits d'intérêts, de corruption qui émaillent ce fameux fonds Cool Japan depuis des années, fonds qui accessoirement est en déficit de plusieurs milliards de yens. Tout va bien, qu'importe les gens, il s'agit bien ici de relancer le Cool Japan pour la première fois depuis 5 ans et de viser rien de moins que le monde, bien sûr. Alors, on n'a pas encore beaucoup de détails sur la façon dont dont tout ça va se mettre en place au-delà des déclarations d'intention, si ce n'est que visiblement l'un des champs de bataille est la lutte contre le piratage des œuvres japonaises. On en a déjà beaucoup parlé dans l'émission. Je vous invite à réécouter les derniers numéros si le sujet vous intéresse. Mais on en apprend tout de même un petit peu plus si l'on feuillette les recommandations du comité de recherche sur les affaires politiques du Parti libéral-démocrate, précisément dédié à la promotion de la stratégie Cool Japan, ce que j'ai fait bien sûr pour cette émission, avec des stratégies parallèles pour attirer davantage de touristes, ce qui va permettre indirectement à nos youtubeurs japon de continuer à faire des vidéos éclatées sur le surtourisme. Excellent, je n'attends que ça, mais aussi des stratégies pour étendre le soft power à l'étranger, qui ne passe pas que par les mangas, animés et jeux vidéo par ailleurs, mais aussi par exemple par l'amélioration très concrète de l'exportation de produits alimentaires, d'où un chapitre dédié dans ses recommandations à l'amélioration de l'industrie agricole et alimentaire. Le soft power, c'est beaucoup de choses, les gens, et beaucoup d'articles se sont un petit peu vite arrêtés sur le versant pop culturel du Japon, alors que le sujet est bien plus large et plus vaste que ça. Mais dans ce milieu pop culturel, par exemple, des propositions très concrètes, ça va être le recours à l'intelligence artificielle, à l'investissement dans les NFT, dans le Web3, ça va être de nouveaux crédits d'impôt pour que le pays attire davantage différentes productions internationales, ça va être aussi, on n'y pense pas forcément, le fait de légèrement modifier l'architecture de certaines villes autour de grands points clés pour améliorer les possibilités de prise de photos de ces fameux lieux. Ce rapport étant très direct sur l'objectif à poursuivre, je le cite, c'est la dernière chance pour le Japon de conquérir le marché mondial. Difficile d'être plus transparent. Il me semblait pourtant que ça n'avait pas trop échoué jusque-là, mais soit. En tout cas, ce n'est pas sans rappeler ce que l'on disait il y a quelques semaines déjà quant à l'investissement du gouvernement japonais dans la société Orange, grosse société de traitement de l'intelligence artificielle qui travaille assidûment à multiplier par 4, par 5, par 6 l'offre de mangas disponible à l'étranger en faisant traduire ces derniers par une IA. Et si je vous rappelle ça, les gens, c'est que cette stratégie de Cool Japan et ce qu'elle implique est aussi largement critiquée par des travailleurs et des travailleuses culturelles eux-mêmes et elles-mêmes qui poindrent une détérioration à vitesse grand V de leurs conditions de travail. En témoigne cette tribune publiée cette semaine par la Japan Association of Translators, faisant part de ses sérieuses inquiétudes face aux efforts actuellement déployés par les secteurs privés et publics d'investir dans l'intelligence artificielle en lieu et place des personnes pour traduire et exporter de bien plus grandes quantités de mangas à l'étranger que maintenant, en pointant les errances techniques de l'IA, dont un des effets de bord pourrait être, comme le souligne la tribune, la montée du piratage. J'aime beaucoup le fait que stratégiquement, il joue sur cet argument terrifiant pour les cadres de ces industries culturelles. Bien joué. Et en pointant la destruction de l'emploi aussi, ce regroupement, cette association de traducteurs et de traductrices invite à quelque chose qui n'a jamais été fait, qui pourtant devrait être le prérequis de ce genre d'inflexion, en invitant à une large discussion dans le secteur, impliquant autant les mangaka, les éditeurs, les traducteurs que les représentants du gouvernement. Parce que si moi je parle beaucoup d'œuvres dans cette émission et dans cette actualité précisément, il faut bien comprendre que le Cool Japan se focalise davantage sur le contenu
très indépendamment d'une grande préoccupation pour la qualité culturelle, symbolique et esthétique de ces œuvres, qui, bien loin d'être un bien commun, sont désormais des produits. Et il y aurait par ailleurs tout un parallèle à faire, et qui a été fait notamment en partie par Nicolas Garnham, de comprendre toutes ces industries créatives comme des extensions du discours des industries de la tech, d'où ces produits dont la seule préoccupation est de développer des canaux internationaux de distribution pour mieux les faire circuler et ainsi vendre la marque japonaise. Parce que lorsque l'on parle de politique culturelle, les gens, encore faut-il distinguer ce que Graham Turner appelait politique culturelle propre, quand le gouvernement soutient l'art et régule les médias pour protéger les formes culturelles qui ne sont pas rentables, précisément pour le bien public, du coup, de la politique culturelle en tant que spectacle mené pour promouvoir l'image d'un pays et stimuler son économie. Politique culturelle spectacle qui, comme le Cool Japan, participe par nature d'un réductionnisme économique de la culture, caractérise une démonstration ostentatoire d'un certain ordre social particulier et favorise toujours certaines opportunités commerciales au détriment de travailleurs et de travailleuses culturelles. C'est ça le Cool Japan, les gens, et c'est ça que le Japon vient de relancer à pleine puissance pour les années à venir. On est très loin, comme vous pouvez l'imaginer, d'avoir fini d'en parler dans Soft Power, et c'est peut-être pas une nouvelle si cool que ça. Began when I learned 3 stunning things about Roblox. If you don't know much about Roblox, today it is the most popular video game in the US and Europe, played by 200 million, mostly young people every month. Roblox is more of a creative platform than a game, though. It's a downloadable portal to a staggering quantity of multiplayer games of all different genres that are all just a little bit floaty and janky. That's because anybody can download Roblox and... Je dois vous avouer que j'ai pris une décision. Je me suis rendu compte que traiter l'actualité comme ça, comme je le fais chaque semaine dans Soft Power, tout en se plaçant continuellement du côté des travailleurs et des travailleuses culturelles, ça avait pu nous amener peut-être ces derniers temps à, il est vrai, ne nous le cachons pas, à broyer du noir, à doumer, comme disent les jeunes gens, à nous attrister, à nous déprimer, à nous agacer, à nous énerver peut-être aussi parfois, ça a pu nous arriver. Ce pourquoi j'ai décidé pour cette actualité de vous offrir un moment d'apaisement, suspendu dans le temps, avec un petit poème que je vous ai ainsi écrit. Ambiance. Sur les rives de Kinyu, l'été s'étend. Les vagues caressent le sable chaud, les enfants rient, les cerfs-volants. Dans le ciel bleu forment un si beau tableau. Les amoureux marchent, mains serrées, le soleil se couche, le ciel enflammé. La brise est tendre, les cœurs légers. Est-ce cela, le bonheur que nous avons trouvé? Parce que oui, les gens, j'ose parler de bonheur. Fermez les yeux. Ne vous sentez-vous pas bien là, empli de celui-ci? N'est-on pas bien là, ensemble les gens? Eh ben pam, c'est fini! C'est fini le bonheur! Fais tout casser! Et tout cassé, au revoir, bonheur, bonjour Soft Power les gens. Oh, vous étiez prêts à être heureux. J'ai bien compris que vous en vouliez pas de mes poèmes pourris. Non, ce que vous voulez, vous les gens, ce sont des histoires de grosses entreprises exploiteuses de travailleurs. Et si ces travailleurs, c'est des enfants, c'est encore mieux. Et évidemment, c'est ça la formule Soft Power pour vous. C'est ça que vous voulez. Fini le bonheur les gens. Et ça tombe bien, c'est parfait. J'ai exactement ce qu'il vous faut, puisqu'à partir du 24 juin prochain, le géant suédois de l'ameublement Ikea s'est dit que ce serait une riche idée que d'embaucher des utilisateurs et des utilisatrices de la plateforme Roblox pour travailler dans un magasin virtuel à l'effigie de la marque de la dite plateforme. Et quand je dis travailler, les gens, c'est travailler, puisque la dizaine d'employés de ce Roblox Ikea, qui ont jusqu'au 16 juin pour envoyer leur candidature, devront, moyennant un réel salaire, travailler, comme le précise le communiqué officiel, dans différentes sections du magasin numérique, devront aider les autres utilisateurs et utilisatrices à trouver tel ou tel produit, tel ou tel meuble, devront faire gagner du contenu exclusif et devront servir, je cite le communiqué, et devront servir des boulettes de viande virtuelle. Mais qu'est-ce que c'est que ce pastis? Des boulettes de viande virtuelle, et on imagine des tartes au caca dont la marque se faisait la spécialiste au début des années 2010, et c'est pas une blague, je vous souhaite d'avoir perdu la ref les gens. Et puisqu'on en est à parler salaire, sachez que nos chers candidats et que nos chères candidates qui doivent vivre en Irlande ou au Royaume-Uni seront payés 13,15 livres de l'heure pour travailler dans ce magasin virtuel, ce qui est un salaire un peu plus élevé que le salaire minimum des travailleurs et des travailleuses chez Ikea
d'IKEA dans la vraie vie. Mais qu'est-ce que c'est que ce pastis? Même si, bien sûr, ni le nombre d'heures ni les horaires ne sont spécifiés dans ce communiqué de presse. Hein. Tiens, je ne vois pas du tout où pourrait être la douille d'un magasin qu'on pourrait facilement imaginer ouvert 24 heures sur 24. Bref, si cette actualité fait autant parler d'elle, vous l'imaginez bien, c'est parce qu'elle arrive à un moment précis où Roblox est sous le feu des projecteurs pour exploitation du travail des enfants. En février dernier, souvenez-vous les gens, on en avait parlé, la plateforme avait été accusée d'exploiter le travail des enfants dans un recours collectif. Le procès alléguant ainsi, alors que la plateforme Roblox, principalement utilisée par des enfants, est construite sur l'exploitation de ceux-ci et qui, en jouant, servent de facto de développeurs, parce que pour bien comprendre l'ampleur de cette exploitation, les gens, il faut bien comprendre ce qu'est le système Roblox, un système pensé dès l'origine pour avoir, comme le souligne mot pour mot Tammy Böhmicke, vice-président du marketing de Roblox, je le cite, des enfants développant des jeux pour d'autres enfants. C'est pas caché le truc, enfin des jeux les gens. Des expériences plutôt, comme les appelle Roblox, hein, puisque l'appellation jeu imposerait l'application de certaines réglementations particulières, notamment vis-à-vis de l'App Store d'Apple, aux règles très strictes hein, pour ces fameuses boutiques dans la boutique, que Roblox se plaît à largement contourner avec le mot expérience. Donc, s'il y a bien un jeu en cours, c'est clairement un jeu de dupe, les gens. Des jeunes enfants, donc, la majorité des expérienceurs et des expérienceuses Roblox ayant moins de 13 ans, des jeunes enfants qui créent des mondes et des expériences sur la plateforme et qui, pour ce faire, sont payés en Robux, la monnaie numérique de Roblox, monnaie que beaucoup d'entre eux et d'entre elles ne peuvent bien sûr jamais convertir en argent réel, en ce qu'ils ne répondent pas aux exigences de la plateforme, dont je vous passe le détail. Mais en gros, il faut avoir moins de 13 ans, pas de bol, avoir un certain nombre de Robux, souvent inatteignables, avoir tel ou tel compte ou mail vérifié, etc., etc. Et bien sûr, puisqu'il n'y a pas de petit profit, il faut aussi payer un abonnement premium mensuel au jeu pour pouvoir retirer de l'argent, ça va de soi, évidemment. Et si jamais vous remplissiez toutes ces conditions, les gens, admettons que les astres soient alignés. Si jamais vous remplissiez toutes ces conditions, encore faudrait-il que votre jeu, que votre expérience, ait du succès. Et pour cela, encore faudrait-il qu'elle soit mise en avant par la plateforme. Ce pourquoi il vous faudra bien évidemment payer pour entrer dans un système de loterie dont le lot pourra être de la publicité pour votre expérience. Et voilà, vous aimeriez bien retourner au poème du début, mais c'est pas fini, puisque si au bout du bout, vous cochiez toutes les cases et que vous aviez suffisamment d'argent à sortir enfin, eh bien, sachez que la conversion argent réel Robux, c'est pas du tout la conversion Robux argent réel et qu'au bout du bout, vous serez largement perdant, invitant de fait, et c'est ce que l'on observe, la majorité des joueurs et des joueuses gagnant un petit peu d'argent à conserver celui-ci sur la plateforme sous forme de Robux et à le faire circuler en paiement à l'intérieur de la plateforme, générant toujours un peu plus de plus-value pour Roblox. Je le rappelle, société cotée en bourse, si bien est qu'on estime que pour chaque dollar gagné par la plateforme, c'est seulement 17 centimes qui sortent pour les développeurs et pour les développeuses, avec, bien sûr, on est habitué, une très grosse concentration des gains sur une toute petite minorité de développeurs et développeuses, désormais influenceurs et influenceuses Roblox. Et même si vous n'aviez pas vraiment envie de vous y mettre, les gens, sachez que tout sera structurellement fait pour que vous vous y mettiez. Toute l'interface Roblox, les conseils sur le site officiel, les sections éducation du site et même la grande majorité des vidéastes Roblox invitent et poussent très tôt tous ces jeunes joueurs et toutes ces jeunes joueuses à devenir entrepreneurs et entrepreneuses d'eux-mêmes et d'elles-mêmes, à rentrer dans cet écosystème, dans cette boucle infernale. Et ça marche. Roblox est la plateforme de jeu la plus populaire en Europe et aux États-Unis, avec 200 millions de joueurs et de joueuses par mois et 20 millions d'expériences créées de tous les genres possibles et inimaginables, l'entreprise étant elle-même cotée à 20 milliards de dollars. Oh, vous l'entendez venir les gens, vous l'entendez venir, écoutez, il s'approche. Mais c'est pas fini, puisque fin mars, les gens, fin mars, attention, préparez-vous, lors du grand événement de l'industrie du jeu vidéo qu'est la Game Developers Conference, le site Eurogamer avait eu la possibilité de s'entretenir un instant avec Stefano Corazza, le directeur des Roblox Studios, afin de lui poser quelques questions quant à la réputation de l'entreprise, mais aussi précisément en lien avec l'exploitation des jeunes développeurs et des jeunes développeuses. Et je crois bien, les gens, et je crois bien que les réponses de ce cher
Stéphano, font partie des choses les plus lunaires que j'ai eu à lire depuis que j'ai commencé à tenir cette émission il y a un petit peu plus d'1 an. Préparez-vous, faites chauffer la bascule puis la lunette, vous en aurez bientôt besoin. Je le cite. Oui, bien sûr. Vous pouvez dire que nous exploitons, vous savez, le travail des enfants. D'accord. Ou vous pouvez dire que nous offrons aux gens partout dans le monde la possibilité de trouver un emploi et même un revenu. Je peux avoir 15 ans, vivre en Indonésie, vivre dans un bidonville et maintenant, juste avec un ordinateur portable, je peux créer quelque chose, gagner de l'argent, subvenir à mes besoins. C'est même pas la peine de faire un bullshit d'or de l'année, c'est lui qui va gagner, c'est évident, c'est neptunaire les gens, neptunaire. Et ce qui est le plus drôle, ce qui est le plus pathétique, ce qui est le plus ridicule, comme vous voulez dans cet échange surréaliste avec le directeur des Roblox Studios, je le rappelle, un directeur des Roblox Studios, c'est que Eurogamer précise qu'après que Stefano Corazza a dit ça, un représentant des relations publiques de Roblox est intervenu lors de l'entretien pour rectifier les propos de ce cher Stefano et affirmer que la grande majorité des personnes qui gagnent de l'argent sur Roblox ont plus de 18 ans, ce qui est très peu probable vu les âges moyens, en plus d'être absolument invérifiable. Mais surtout, si c'était vrai, les gens, si c'était vrai, pourquoi prendre cet exemple d'un gamin de 15 ans dans un bidonville en Indonésie? Quel est l'intérêt? À moins que le représentant des relations publiques ne soit pas digne de confiance. Je parie 5 Robux là-dessus, les gens. 5 Robux. Et c'est précisément dans ce cadre très particulier de l'écosystème Roblox qu'IKEA s'est empressé de préciser qu'il faudrait quand même bien avoir plus de 18 ans pour postuler à ces offres d'emploi virtuel. Ça va, on est sauf. Bref, les gens, tout ça n'est pas très étonnant, a fortiori que cette initiative d'IKEA à recruter des gens pour un boulot virtuel sur Roblox s'inscrit aussi dans une tendance observée depuis quelques mois sur la plateforme de servir aussi de plateforme d'entretien à de jeunes adultes pour trouver du travail. Vous pensez que c'était fini? C'est jamais fini cette news. Le 10 août dernier, Roblox dévoilait son nouveau Roblox Career Center, un emplacement spécifiquement dédié au sein de la plateforme, un espace virtuel créé afin d'aider les personnes intéressées par une carrière chez Roblox à en savoir plus sur l'entreprise et ses opportunités. Un espace où Roblox présente ses projets futurs et ses innovations, où l'on peut écouter le podcast du cofondateur de Roblox, où l'on peut se prélasser dans une bibliothèque contenant une sélection de livres et d'autres matériels de lecture que Roblox juge utiles pour les candidats ou pour les candidates, et un espace où l'on pourra aussi dans les prochaines semaines passer directement un entretien. À noter qu'il a fallu attendre, les gens, quelques jours, mais je jure que c'est vrai, hein, il a fallu attendre quelques jours pour que Roblox précise que ces entretiens dans le jeu seraient bien des entretiens volontaires. Voilà, on en est là les gens. Alors clairement, on vit dans la pire des timelines capitalistes et je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer en quoi le fait de faire passer un entretien en jeu à un utilisateur ou à une utilisatrice qui probablement a grandi au contact de votre plateforme est infiniment prédateur, parce qu'au fond, c'est ça aussi qui se joue avec l'offre d'IKEA dont la virtualité tente à rendre tout aussi virtuelle la question des droits du travail, des conventions collectives qui s'appliquent, de la capacité des syndicats à intervenir dans ces champs très nouveaux, générant un important flou autour de ce nouveau travail dont la seule donnée véritable est celle des 13,15 livres. Virtualité qui ne doit pas nous faire oublier non plus que derrière leur téléphone, derrière leurs ordinateurs, derrière leurs casques virtuels, les acheteurs et acheteuses potentiels de ces produits IKEA, de ces produits qu'ils soient virtuels ou physiques, ont elles et eux aussi de grandes chances d'être des mineurs. Ouais. Eh ben, je vais retourner écrire des poèmes, moi. Voilà les gens, c'est la fin des news de cette semaine. On aurait pu parler de ce grand coup de filet donné au Canada sur les plateformes de streaming qui seront tenues dès le 1er septembre prochain de consacrer 5% de leurs revenus canadiens au financement de contenus locaux. Une mesure qui, selon le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, devrait rapporter pas moins de 134 millions d'euros par an au secteur audiovisuel canadien, autant pour la production et la distribution de contenus que pour leur promotion. Alors, bien sûr, chez les cadres de ces fameuses plateformes, c'est déjà le communisme, ça hurle au scandale, ça signe des tribunes et ça râle un bon coup, hein, comme Graham Davis, le président de la Digital Media Association, qui inclut Spotify, Amazon Music et Apple Music, qui a souligné en tapant rageusement du poing sur la table, hein, comme ça, que cette taxe discriminatoire pourrait aggraver la crise de pouvoir d'achat canadienne. Ce qui n'a absolument aucun rapport avec le sujet. Concentre-toi, Graham, concentre-toi.
Ah, ça y est, il est revenu, je continue de le citer. Nous sommes profondément préoccupés par la décision d'aujourd'hui d'imposer une taxe discriminatoire sur les services de diffusion de musique en continu qui apporte déjà une contribution significative aux artistes et à la culture canadienne. Oui, bah vous allez contribuer davantage. Voilà. Je vois pas le problème. Et Graham, il râle fort, mais la pression de ces plateformes de streaming peut davantage prendre de l'ampleur, comme lorsque l'association cinématographique canadienne qui regroupe Netflix, Warner Bros Discovery, Disney et consorts balance au calmito tard les pépitos que toutes ces plateformes, elles sont déjà bien gentilles au fond de verser 4,5 milliards d'euros à l'industrie canadienne pour produire sur le territoire et que ces 4,5 milliards d'euros, ils pourraient éventuellement, comme ça, enfin on discute, on est entre nous, ils pourraient non pas disparaître, mais disons peut-être un petit peu baisser, pourquoi pas, un petit peu baisser sur leur total global si par exemple d'aventure nos fameuses plateformes de streaming étaient sommées de payer davantage, comme elles le seront dès le 1er septembre. Même tentative de coup d'éclat chez Spotify, dont le communiqué de presse mériterait à lui seul une claque sur le pif, tant il travaille à faire passer l'idée que le poids de la décision canadienne reposera exclusivement sur les artistes. Je le cite: portant un coup dévastateur aux artistes, le gouvernement canadien a choisi le passé plutôt que l'avenir en exigeant que les services de streaming versent une subvention protectionniste à la radio. Mais diable, ils ont raison. Nous voilà bien nus les gens. Si seulement ces fameux 5% pouvaient être prélevés autre part que sur la part déjà ridicule reversée aux artistes. Si vous avez des pistes de réflexion, je suis preneur, là je ne vois pas. Bref, les gens, cette attitude de menace, vous la connaissez bien, notamment venant des plateformes, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises dans l'émission, et il est plus que temps que les États se mettent un coup de pression pour peser sur des rapports de force de plus en plus déséquilibrés. À voir par la suite si ces fameux 5% donnent des idées à d'autres. On aurait pu également pleurer, mais il me semble ne plus s'étonner devant cet article du site IndieWire qui rapportait cette semaine que Tony Vinciquerra, le PDG de Sony Pictures Entertainment, avait récemment mis en lumière une nouvelle stratégie pour la célèbre entreprise de divertissement, à savoir incorporer l'intelligence artificielle dans la production de films et de séries télévisées. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire, mais Lex, tout le monde le fait maintenant, il serait curieux que Sony Pictures ne s'y mette pas lui aussi, sauf que les gens, c'est pas juste un recours à l'IA dont parle Tony Vinciquerra, mais bien d'un repositionnement de Sony Pictures dont l'IA deviendrait le cœur de processus de production. Carrément, je le cite, nous sommes très attentifs à l'IA. Le plus gros problème de la production de films aujourd'hui est le coût. Nous allons chercher à produire des films pour le cinéma et la télévision de manière plus efficace en utilisant principalement l'intelligence artificielle. Clairement, un amoureux des arts, le gars, ça se sent. Mais attendez-moi, je comprends pas bien. Si ces intelligences artificielles sont, comme se complaisent à le dire leur turiféraire, des outils similaires à Adobe Photoshop et je ne sais quoi, je vois pas bien en quoi ça permettrait de faire drastiquement baisser les coûts de production d'un film ou d'une série, à moins qu'il s'agisse en vérité de supprimer... Oh mon Dieu, je crois que j'ai trouvé. Bref, les gens, chaque semaine, des news comme ça, j'en ai marre. On aurait pu parler également de cette grande pétition soutenue aussi par de nombreuses célébrités qui s'opposent. On en parlait il y a quelques semaines au fameux projet de loi du gouvernement de fusionner Radio France, France Télévisions, l'INA et France Média Monde sous une seule et même bannière pour Dans les ténèbres les lier. Pétition ouverte depuis le 29 mai qui, au moment où j'ai préparé cette émission, venait de passer les 70 000 signatures, dont une centaine de célébrités et de salariés des antennes de Radio France et de France Télévisions. Enfin, j'ai vu, du coup, dans la liste, j'ai vu Guillaume Meurice, donc ça fait 99, j'imagine. Et même si vous savez ce que je pense un petit peu des pétitions, ce genre de regroupement est d'autant plus important, il me semble, que questionné la semaine dernière au sujet de son projet de fusion, la ministre de la Culture, Rachida Dati, n'avait plus de temps à perdre pour contourner la question de la comparaison à l'ORTF, parce qu'après tout, au fond, les gens, c'était pas si mal, l'ORTF. Je prends toujours comme image de dire, regardez, on me dit retour à l'ORTF. Mais l'ORTF, enfin, pardon, je vais peut-être vous choquer, mais ça permettait quoi? Quand vous avez un parent qui est ouvrier, qui regardait les dossiers de l'écran, et que le lendemain, il pouvait parler dans son usine avec son chef du dossier de l'écran parce qu'il l'avait regardé, vous ne croyez pas que c'est très fort d'avoir une culture commune, ce patrimoine commun? Vous n'êtes pas issus de catégories sociales vous êtes comparables, mais vous pouvez discuter de choses qui vous relient,
Moi, je dis toujours, si on repart sur... Il y a eu des grandes émissions. Vous étiez sur le canapé, il y avait les grands-parents, les parents, les enfants. Aujourd'hui, chacun est dans une pièce. Et il ne regarde pas. Je prends toujours comme exemple, avant vous disiez à votre enfant, bah, t'es puni, tu ne regarderas pas la télévision. Bah, vous pouvez le punir, il ne regarde pas la télé. Donc ça ne changera rien. Donc aujourd'hui... On aurait pu aussi parler de ce nouveau rapport de Reuters qui suggère que TikTok travaille à cloner son algorithme, et ce afin de proposer à terme une application américaine distincte qui fonctionnerait indépendamment de ByteDance, comme le réclame le Congrès américain. On verra d'ici quelques mois si tout ceci est vrai, le compte officiel TikTok ayant publié sur Twitter que l'histoire de Reuters était inexacte. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire. On aurait pu aller faire le tour aussi du côté de la convention des fans de Pokémon qui a eu lieu la semaine dernière aux Philippines. Préparez-vous les gens. Si vous vous souvenez de la Willy Wonka expérience dont on avait parlé il y a quelques mois dans l'émission, alors vous serez en terrain conquis. Cette convention Pokémon était une nouvelle arnaque, quoique un petit peu différente, puisque quelques conférences y ont curieusement été tenues, notamment avec la présence de la doubleuse originale de Sacha, Veronica Taylor, et le chanteur de la chanson thème de l'animé Pokémon, Jason Paige. Mais en dehors de ça, les prix étaient prohibitifs, tout était dans un entrepôt à moitié vide, très peu d'endroits évoquaient directement Pokémon, les rares activités avec 3 bouts de plastique n'avaient rien à voir avec Pokémon, absolument évidemment rien d'officiel dans l'événement. Et puis il y avait l'homme au ravioli, un gars qui se baladait dans l'entrepôt en mangeant en permanence de la sauce qui traînait dans un pot à ravioli qu'il avait dans sa poche. Oui, vous avez bien entendu cette phrase. Il a fini par se faire sortir quand il a commencé à frotter l'un des stands des sponsors avec une éponge. Oui, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé à la Willy Wonka Experience, souvenez-vous. Et tout ça, c'est fini dans un message d'excuse des organisateurs qui ont souligné qu'il ferait mieux la prochaine fois. C'est complètement la Willy Wonka Experience. Bref, faites attention les gens quand vous partez pour ce genre d'événement à bien vérifier à minima l'officialité de la chose. Voilà, on aurait pu aussi parler de la sortie sur Netflix du film Lumberjacks The Monster, le nouveau Takashi Miike, sorti dans l'absence de promotion la plus totale, alors qu'on parle de Takashi Miike et d'un retour du réalisateur au cinéma d'horreur. Quel scandale, c'est aussi ça les plateformes de streaming. On aurait pu évoquer cette série Yakuza issue de la franchise éponyme de jeux vidéo, signée chez Amazon Prime et réalisée par Masaharu Take, qui avait notamment travaillé sur The Naked Director. On aurait pu parler de la nomination de Lisa Bull, éditrice d'Éric Zemmour à la tête des éditions Fayard, nomination réalisée par Hachette Livre, propriété du groupe Vivendi, propriété, vous avez compris, on en parlait il y a 2 semaines, Vincent Bolloré bien sûr, on rappelle sa défense face aux députés il y a quelques semaines, je n'ai aucun projet idéologique, je suis tout doux et débonnaire. Absolument aucun, clairement. On aurait pu parler de Calogero qui a décidé de s'opposer fermement à l'exploitation de sa musique par n'importe quel parti politique que ce soit, après que le Rassemblement National a décidé d'utiliser sa musique 1987 lors d'un meeting dimanche dernier à Paris. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le lien entre musique et meeting politique. Je me mets ça de côté pour une prochaine fois. Et si vous me le permettez, les gens, je vous propose d'en profiter pour mettre fin également aux news de cette semaine et d'attaquer enfin les recommandations de l'émission. Et dedans, vous parlez notamment du cas d'Assassin's Creed, qui est un cas un peu complexe. Je me rappelle à sa sortie des bons retours qu'on avait eu sur « Enfin, c'est bon, Altaïr, il est là pour nous, il va nous représenter, etc. » Et vous dressez un portrait un peu différent de tout ça, en mettant des grosses nuances par rapport à ce retour et par rapport au recul que vous avez pu prendre par rapport à ça. Oui, je pense que déjà, c'est important de rappeler que c'est pas parce qu'on est critique par rapport à des choses qu'au moment où on joue, on peut pas prendre bien sûr plaisir à y jouer. Donc c'est pas voilà, même s'il y a un côté un peu killjoy forcément dans ce qu'on fait, et c'est vrai que il y a tout le contexte de sortie en fait du premier Assassin's Creed qui sort en 2007, après les révoltes urbaines dans les quartiers, mais aussi après. Les gens, pour bien commencer les recommandations de cette semaine, je vous propose de plonger en pleine tradition et modernité avec cette nouvelle vidéo de la chaîne Origami consacrée au lien entre orientalisme et jeux vidéo. Orientalisme, vous le savez, on en parle ici régulièrement, un courant, une manière de voir, de distinguer l'Orient et l'Occident, en attachant à ce premier certaines qualités immuables et globalement anhistoriques, l'exotisme, le mystère, la capacité d'expérimentation, autant de perceptions
complexes basés sur des stéréotypes, des mythes, des inventions et de vrais savoirs parfois aussi, qui vont au bout du bout permettre à l'Occident de se définir par rapport à cet Orient fantasmé en permettant sa domination politique, culturelle, économique et sociale. Et pour parler orientalisme et pop culture, quoi de mieux que d'inviter pour cette vidéo Mehdi Derfoufi. Je soupçonne l'équipe d'Origami d'avoir accès d'une façon ou d'une autre à ma liste d'invités pour Soft Power. C'est absolument scandaleux. Mehdi Derfoufi, donc maître de conférence à Paris 8, spécialisé dans les questions post-coloniales et de genre, notamment dans le cinéma, la télévision et dans le jeu vidéo. Puisque Média Origami oblige, c'est surtout de jeux vidéo que lui et la journaliste présentatrice Héloïse Linossier vont discuter à travers les exemples de Prince of Persia, de Stray, de Cyberpunk 2077 et d'Assassin's Creed, évidemment. Mehdi Derfoufi, d'autant plus pertinent les gens sur ces questions qu'il est également l'auteur du très intéressant Racisme et jeux vidéo. Bref, ça parle orientalisme, ça parle aussi techno-orientalisme et comment ces courants font beaucoup pour ne pas questionner l'historicité de ces questions de racisme, de rapports coloniaux. Sans surprise, c'est passionnant, jeux vidéo et orientalisme avec Mehdi Derfoufi, c'est chez Origami que ça se passe, lien bien sûr en description. Pour Nomura, la composition des musiques du plus grand projet de sa vie ne peut être confiée qu'à Shimomura Yoko, qu'il a croisé à l'occasion du développement de Parasite Eve. Yoko aborde le projet avec beaucoup d'appréhension vu la hauteur de la tâche à accomplir, n'étant pas sûr de réussir à mener cette mission à bien. Entre nous, bon, ça va être dur de dire qu'elle se soit ratée. Vous connaissez mon amour immodéré pour la musique japonaise, sans laquelle je serais probablement pas au Japon à vous parler aujourd'hui. Alors, quand la chaîne Soja Sound of Japan nous propose une petite vidéo légère sur la faramineuse carrière de Yoko Shimomura, je saute dessus et je vous la recommande dans la foulée. Yoko Shimomura, un nom que les amateurs et amatrices de jeux vidéo parmi vous doivent bien connaître pour son travail immense sur les bandes originales de Street Fighter 2, de Super Mario RPG, des épisodes de la franchise Kingdom Hearts, mais surtout sur ce qui est souvent reconnu comme sa pièce maîtresse, et c'est dur de le dire parce qu'elle est très loin d'en avoir qu'une dans son immense carrière, l'incroyable bande originale de Final Fantasy XV, dont j'invite tous les critiques et tous les pourfendeurs à me rejoindre dans un octogone où seul le kung-fu et le triangle sont autorisés, une bande originale dont l'exceptionnelle qualité est inversement proportionnelle au retour critique du jeu. C'est dire à quel point elle est incroyable, et si j'aurais aimé que cette vidéo de Sound of Japan nous fasse découvrir un petit peu plus l'univers musical de Yoko Shimomura en nous diffusant peut-être davantage d'extraits de ses œuvres, je ne doute pas une seconde que la permanente menace d'un taquet dans le pif du bot YouTube ait largement entravé la construction d'une telle vidéo. En attendant, je vous la recommande et je vous invite évidemment à découvrir le superbe travail de Yoko Shimomura au passage. Toujours lien en description. Mario 64, c'est un jeu qui a 28 ans. C'est l'un des jeux les plus speedrunnés de tous les temps. Et il y a un glitch très connu dans la communauté qui était réalisable en tasse, dans un niveau où il y a des petits tapis volants, si jamais ça vous parle un petit peu. Et puisque je vous recommande que trop rarement des podcasts dans cette émission, je vous propose cette semaine d'y remédier en vous envoyant directement sur la chaîne MO5 Asso Rétro, en lien avec l'association MO5 qui travaille notamment à la préservation et à la diffusion auprès du public du patrimoine vidéoludique. Et ça tombe bien puisque dans ce nouveau podcast sorti la semaine dernière, Jennifer, Sacha, Niniste et Pipo, respectivement sociologues du jeu vidéo, doctorants, streameuses, speedrunneuses et Pipo, vont se mettre autour d'une table virtuelle pour parler speedrun. Et c'est passionnant à écouter si vous ne savez pas ce qu'est le speedrun ou si tout ça vous intéressait d'assez loin. Ce podcast est entièrement fait pour vous. 2h30 pour comprendre la définition, l'histoire, les enjeux du speedrun avec un accent très fort mis très tôt sur les communautés formées autour de cette pratique particulière du jeu vidéo. Ça va parler TAS, ça va parler de son propre rapport à la finitude d'un jeu, ça va aussi parler console de jeu qu'on colle dans des micro-ondes pour gagner quelques précieuses secondes, et ça va parler de tellement d'autres choses tant le podcast est dense et tant les participants et participantes sointent la passion à ce sujet. Bref, super podcast sur la chaîne MO5 Asso Rétro.
Petit tour du speedrun, lien en description et n'hésitez pas au passage à aller écouter le reste des podcasts MO5, ça vaut largement le détour. Vous ne trouvez pas que les chansons de Taylor Swift sont un peu toutes les mêmes ? Depuis l'été dernier, cette star américaine a envahi mes réseaux. Moi qui me rappelais vaguement de ses chansons pop un poil répétitives. Pour bien finir les recommandations de cette semaine, je vous propose de terminer avec une petite triche, puisque je vais vous recommander une vidéo sortie il y a un petit peu plus d'un mois, que j'avais mise dans mes vidéos à regarder plus tard, précisément pour les recommandations de l'émission, et que j'avais juste oublié dans l'océan, l'avalanche de nouveautés qu'apporte YouTube chaque semaine. Mais après l'avoir regardé, je me suis dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire également profiter, puisque la chaîne Le Temps, en support du quotidien suisse du même nom, s'est intéressée aux chansons de Taylor Swift, et notamment à celle de son dernier album, The Tortured Poets Department, un album sorti en avril dernier qui avait évidemment, Taylor Swift oblige, absolument tout cartonné, mais un album qui avait quand même mangé quelques critiques sévères quant à la répétitivité des musiques, et ça tombe bien puisque c'est précisément de cette répétitivité de ces musiques que la chaîne Le Temps va parler. Ça va parler entre autres gamme, ça va parler grille d'accords, ça va parler efficacité de la musique, ça va parler rapport au texte, ça va parler effet contraste et syncope, bref, autant de raisons obscures au premier abord qui peuvent expliquer au moins en partie, et peut-être même en grande partie, l'apparente répétition des mouvements et des musiques de l'artiste. Et ça m'a semblé d'autant plus intéressant qu'il me semble que ça doit faire le lien avec ce qu'on disait il y a quelques semaines précisément au sujet de l'appauvrissement général observé par la recherche de la musique contemporaine et notamment de ce type de musique. Je vous invite du coup également à réécouter l'émission où on en parlait. Bref, rien de mieux pour terminer les recommandations de cette semaine que de le faire en musique. Pourquoi les chansons de Taylor Swift se ressemblent ou pas? C'était la dernière recommandation aujourd'hui sur Soft Power. Voilà les gens, c'est la fin de Soft Power. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi de 10h à midi bien sûr. Si vous êtes arrivé en cours et que vous souhaitez rattraper le début de ce numéro de Soft Power ou que vous souhaitez réécouter les anciens numéros, pourquoi pas, direction le format audio sur toutes les plateformes de podcast ou le format vidéo sur la chaîne Lex Tutor. Pas VOD, Lex Tutor tout court. Encore une fois, tous les liens sont en description. Je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui pour ce 57e numéro de Soft Power, votre matinale pop culture préférée de Blood Island, à l'exception de toutes les autres. On se retrouve vendredi prochain et en attendant, bon vote dimanche, prenez soin de vos proches, regroupez-vous. Ciao!